espagnole au lendemain de l'assassinat d'un dirigeant nationaliste. À Madrid, Felipe González affirme que son gouvernement poursuivra sa politique de fermeté. Yasser Arafat fait le compte de ses fidèles, ouverture à Amman du Conseil national palestinien en l'absence de plusieurs mouvements dissidents. Télévision en veilleuse demain, les 3 chaînes du service public et sans doute Canal+, réduits au programme minimum par une grève voulue par plusieurs syndicats. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est pour célébrer le 40e anniversaire de la libération de l'Alsace que le président Mitterrand s'y est rendu ce matin pour une visite officielle de 2 jours. Une visite qui, dans cette région durement frappée par la crise économique et politiquement dominée par l'opposition, une visite qui a pris d'entrée une tournure très politique. Les élus de l'opposition, vous le savez, avaient annoncé leur intention de boycotter la visite présidentielle puisque c'est à Grenoble et non à Strasbourg, comme promis, que doit être installé en principe le nouveau synchrotron européen. La grogne des élus n'a pas toujours entraîné celle de la population locale. L'humeur était au contraste aujourd'hui en Alsace. Le chef de l'État, lui, est passé à l'offensive. Sur place, Bernard Pradino. Le symbole de la mauvaise humeur de l'Alsace, pour ne pas dire la colère de la région, après l'affaire du synchrotron, est cette manifestation ce soir à Strasbourg. Manif silencieuse, conduite par M. Rudloff, le maire de la ville. À cette décision de boycott, le président Mitterrand avait répondu avec détermination dès ce matin à Mulhouse. Il n'en reste pas moins que le président de la République incarne la nation, l'État, la République. Et dans les circonstances que j'ai dites, le pays tout entier. Et chacun devrait s'en souvenir davantage. En tout cas, moi, je ne l'oublie pas. Ni pour tendre la main à ceux qui le comprennent, ou bien à marquer chaque fois qu'il en ait besoin que de mon côté, je ne renoncerai à rien. Alors on me dit, venez, ne venez pas en Alsace. Eh bien, j'ai dit que je venais et je suis là. Si le chef de l'État s'attendait en Alsace à un accueil plutôt froid, il a été surpris tout au long de la journée par la bonne volonté d'une grande partie de la population, que ce soit à Colmar, à Utzingheim ou à Mulhouse. À l'usine Peugeot, par exemple, étape impromptue de ce voyage officiel. Bonjour. Content de vous voir arriver parmi nous. Vous êtes bien gentil. Et moi, ça m'intéresse. Oui, ça m'intéresse de voir ça. Vous travaillez bien. Moi, je suis monteuse dans les tuyaux de frein. Très bien. Voilà. Je fais tout ce qui est freinage pour les voitures. Vous voyez, vous avez donc 5 vitesses. 5 vitesses. Vous avez une voiture qui a une tenue de route extraordinaire. D'ailleurs, votre ministre de l'Intérieur en a une. Oui. Et elle est vraiment remarquable. Le directeur de Peugeot Mulhouse, M. Perrier, avait dit à M. Mitterrand « Vous voulez voir une usine qui marche bien? J'en ai une à vous montrer. » Au musée écologique de l'Alsace, accueil sans doute traditionnel, mais souriant, malgré la pluie. Souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. C'est très bien dit. Merci beaucoup. Et toi, tu t'appelles comment? Sandra. Ah, c'est toi, Sandra. Oui, c'est déjà vu. Troisième âge de ma commune. Le troisième âge, moi j'y suis, moi aussi. Voilà, bonjour. Enfin, à Colmar, après avoir déposé une gerbe au monument de la libération de la ville, M. Mitterrand restera longtemps au milieu de la foule. Ce qu'on appelle le bain de foule avait, à cet endroit, une valeur, elle aussi, très symbolique. Je parle au nom de la nation et je ne renoncerai à rien, a dit ce matin à Mulhouse le chef de l'État, qui s'en est donc pris aux divisions partisanes. Et quelques jours après la publication par le magazine L'Expansion de propos qui renouaient avec certains thèmes chers à la gauche, c'est dans le même sens que le président Mitterrand a pris à partie ce matin certains responsables de l'économie. La somme de doléances et parfois de gémissements qui m'entourent. Je dis, eh bien, regardez-vous. Que faites-vous vous-même? Comment agissez-vous? Qu'avez-vous à apporter à l'édifice national? Qui, donc, baisse les bras? Et moi, je vous dis, ce ne sont pas les travailleurs de France. Ils ne demandent que ça, du travail et de la réussite. Il s'agit donc d'une défaillance de ceux qui, responsables de la marche générale de cette économie, l'ont laissé tomber.
ou bien ont vendu à l'étranger, bout par bout, certaines de nos industries parmi les plus nécessaires. Voilà la vérité. Et j'attends qu'on la démente. Voilà donc qu'après avoir tenu pendant des mois un langage modéré, le président parle à gauche. Ce sont les anciens gouvernants qui sont les cibles de sa colère d'aujourd'hui. À cela, 3 explications. La première tient aux institutions. Le chef de l'État a été choisi par une majorité politique, mais il incarne aussi l'ensemble de la nation. Il doit rester à la fois par fidélité l'élu de la gauche et par fonction le président de tous les Français. Il est parfois davantage l'un, parfois davantage l'autre, ce qui donne ce sentiment d'un discours en zigzag. La deuxième explication est politique. Les sondages le montrent avec éclat, la tentative de décrispation a échoué, l'électorat d'opposition n'a pas été séduit. Mais l'électorat de gauche, lui, a été décontenancé, déçu. Il s'agit donc pour le président, en dénonçant l'adversaire, en soulignant sa responsabilité dans la crise, de remobiliser la gauche pour qu'elle ne se sente plus vouée à l'échec. La troisième explication est psychologique. Si François Mitterrand a choisi le journal L'Expansion et la région Alsace, donc des publics largement d'opposition, pour tenir ce discours de gauche, c'est par goût de la difficulté, voire du défi. Chez lui, cette volonté de s'affirmer face à l'adversaire est une constante. Et l'on peut même se demander, par parenthèse, si sa rencontre avec Kadhafi ne tient pas au même réflexe. C'est le diable, donc je l'affronte. On voit clairement dans tout cela qui est pour lui, où est pour lui le danger, qu'il parle à gauche ou au centre, il y aura toujours des déçus, donc des échecs. Il est difficile de marier des contraires et l'audace ne suffit pas à faire disparaître cette difficulté-là. En tout cas, le CNPF déclare ce soir que le patronat ne se sent pas visé par les propos du chef de l'État. Toujours l'embrouillamini à propos du Tchad. Cette fois, c'est entre Athènes et Paris que se poursuit le jeu des démentis et des mises au point. Le porte-parole du gouvernement grec avait annoncé ce matin la constitution au Tchad d'une commission mixte d'observateurs militaires français et libyens. Double démenti français du ministère de la Défense et du Quai d'Orsay sur la mise en place au Tchad d'une telle commission, ce qui n'exclut pas que des contacts militaires aient lieu actuellement entre la France et la Libye pour parvenir à un retrait effectif des troupes libyennes. Le ministre libyen des Affaires étrangères a déclaré ce soir à Athènes que le report du retrait est dû à des raisons techniques et non politiques et que son pays appliquera l'accord conclu avec la France. À l'étranger, le double attentat en 48 heures visant 2 personnalités favorables à un règlement pacifique de la question basque, un général hier à Madrid, dont l'État a empiré aujourd'hui, et l'assassinat à Bilbao mardi de l'indépendantiste Santiago Brouard. Ces 2 attentats plongent à nouveau le pays dans l'angoisse du terrorisme. À Madrid aujourd'hui, le chef du gouvernement, Felipe González, a dénoncé cette nouvelle escalade de la violence et confirmé que son gouvernement poursuivra sa politique de fermeté et de dialogue. Au Pays basque espagnol, la grève générale déclenchée en signe de deuil a été très largement suivie aujourd'hui. Sur place, Hervé Bozini. Ce drapeau basque avec un rectangle noir qui flotte au fronton de la mairie de Bilbao, un acte que les autorités espagnoles n'ont encore jamais permis. Ce soir, ils sont 10 000, peut-être 20 000, voire 30 000 à applaudir, à crier « Vive le TA militaire ! Vive l'indépendance ! Santi, tu es avec nous, le peuple basque est avec toi. » Pendant toute la journée, il n'y aura eu que quelques échauffourées sans grande importance. L'événement considérable, c'est la paralysie totale de Bilbao, comme d'ailleurs de tout le Pays basque, dès ce matin. Pas de transport, pas de commerçants, pas même d'hôpital. Tous ici ont suivi les consignes de l'ensemble des partis politiques, des syndicats du pays qui ont appelé à cette grève générale. Car ici, ils étaient unanimes aujourd'hui à condamner l'exécution du docteur Santi Brouard, député du parti Herri Batasuna. Il semble d'ailleurs que ce parti ne soit pas décidé aujourd'hui à ouvrir une période d'affrontement en Pays basque, bien qu'il soit proche de l'ETA militaire. Pour nous, pour Herri Batasuna, les portes sont très ouvertes pour une négociation digne, une négociation sans vainqueur, sans vaincu. L'ETA militaire a dit que vous aussi vous étiez menacé dans un communiqué hier. Le saviez-vous? Yeah.
Je le sais que je suis menacé, comme toute la table nationale de Ribatasuna et comme plusieurs des jeunes de Ribatasuna. En fait, cette cérémonie n'est pas seulement l'hommage rendu aux responsables d'un parti par ses militants, ses sympathisants. Même si ce parti est Ribatasuna, auquel appartenait le docteur Brouard, a déconseillé aux représentants du Parti socialiste, aux basques d'extrême gauche, à ceux de droite d'être ici ce soir, ils sont pourtant bienvenus. Alors, cette cérémonie, même si on a crié ici « Vive Théa militaire », c'est peut-être la condamnation de la violence par toute une population. Thomas Linazza, dirigeant présumé de l'ETA militaire, a été condamné aujourd'hui à 6 mois de prison ferme par le tribunal de grande instance de Bayonne, et ce pour détention d'armes et infraction à une interdiction de séjour. Son extradition jusqu'ici n'a pas été demandée par Madrid. Un an après les combats sanglants et fratricides qui ont opposé au Liban divers mouvements palestiniens, le chef de l'OLP, Yasser Arafat, tente à partir d'aujourd'hui à Amman, en Jordanie, de réaffirmer son autorité sur une organisation de plus en plus déchirée et éclatée. Le Conseil national palestinien, qui se veut le parlement en exil de la diaspora palestinienne, le Conseil national s'est réuni en effet dans la capitale jordanienne. Et, ironie de l'histoire, 14 ans après Septembre Noir, c'est le roi Hussein de Jordanie qui en a ouvert les travaux. Gérard Seban. Spectaculaire entrée de Yasser Arafat avec à ses côtés le roi Hussein de Jordanie. Étonnante réconciliation avec celui qui en septembre 70 avait chassé de son royaume à la suite de combats sanglants Arafat et les siens. Cette 17e session du Conseil national palestinien sera sans doute la plus difficile de l'histoire de l'OLP. Cette façade d'unité masque en réalité la profonde cassure du mouvement palestinien. Chassés de Beyrouth à la suite de l'invasion du Liban par les Israéliens, les combattants palestiniens et leurs familles encore unies se retrouvent dispersés à travers l'ensemble du monde arabe. Voilà qui va sonner la fin militaire de l'OLP dans les pays voisins d'Israël. Arafat, contesté par les dissidents de son mouvement, est contraint en novembre 83, après des semaines de combats, de quitter la ville de Tripoli, au nord du Liban, dont il avait fait son dernier bastion. Les dissidents lui reprochent ses erreurs et de vouloir abandonner le combat contre Israël. Ils sont soutenus et armés par la Syrie du président Assad. L'amitié entre les deux hommes est consommée. Le président syrien fera tout pour briser Yasser Arafat. Partie de bras de fer inégal entre Arafat et le président syrien, tous deux ont de solides amitiés avec Moscou. Les soviétiques essaieront de rapprocher les points de vue entre les deux hommes, mais sans résultat, ils ont fini par choisir Damas et le président Assad. Face à cet échec, Yasser Arafat a donc été contraint de se tourner vers son ex-ennemi, le roi de Jordanie. Cette nouvelle alliance est un véritable virage pour un Yasser Arafat incontestablement affaibli. La confirmation est venue d'abord de Moscou, ensuite de Washington. Les chefs de la diplomatie soviétique et américaine, Andrei Gromyko et George Shultz, se rencontreront les 7 et 8 janvier prochains à Genève pour reprendre leurs pourparlers sur le désarmement. Un an, jour pour jour, après avoir claqué la porte de la conférence sur le désarmement nucléaire, Moscou confirme ainsi son intention de reprendre le dialogue avec Washington. C'est un document étonnant que vous pourrez voir tout à l'heure à 21h30 sur Antenne 2 grâce à Michel Honorin. Un document qui démontre la manière dont un pays de l'Est, en l'occurrence la Roumanie, mène en France ses opérations d'espionnage. Et c'est un ancien espion roumain qui a depuis tourné sa veste, Pavel Haïdoucou, qui, entre autres révélations, dénonce chez certains diplomates roumains en poste à Paris leur appartenance au service secret de Bucarest. Ah oui. Là, c'est l'ambassadeur, M. Aninoiou, là. Oui, avec sa famille. Attendez, là, on le voit mieux, là. Voilà, c'est M. Aninoiou, c'est un officier de renseignement. Et il est parti en France tout de suite après l'affaire Karaman en 1969. Il a été connu, mais après son départ de France, comme étant, à l'époque où il était en France, ayant été officier de renseignement. Entre le moment où il a quitté la France et le moment où il est revenu comme ambassadeur, il a été ambassadeur ailleurs,
Donc c'est l'ambassadeur de Vienne qui est venu ambassadeur en France. Puis de toute façon, c'est pas le ministère de l'Intérieur qui décide des accréditations d'ambassadeurs. On le voit bien. Et ça doit être sa femme et son fils. Oui. Et ça, c'est le chauffeur de l'ambassadeur. Ça, c'est toujours... On l'a déjà vu, oui. Voilà, c'est M. Kojokaru, là. Attendez, là, attendez. Ah oui. Officiellement, c'est un économiste près de la section commerciale, là. En fait, c'est un officier de renseignement, il s'appelle Vishoyu. Ah, attendez, là. Ce personnage. Ah oui. Ce personnage, c'est M. Bada. Peut-être qu'on le voit mieux ailleurs. Là, par exemple. Voilà. Là, on le voit très bien. C'est M. Bada. Il a le grade de conseiller à l'ambassade. En fait, c'est le patron des services secrets près de l'ambassade roumaine en France. C'est le patron des agents légaux, ceux qui se trouvent sous couverture diplomatique. L'ambassadeur de Roumanie a décliné notre invitation à répondre aux allégations de l'ancien espion roumain. Un reportage donc à suivre à 21h30 sur Antenne 2 dans le cadre du magazine Carte de presse. Des CRS blessés aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, près de Nouméa, 2 ou 4 selon les sources d'information. Ils ont été pris à partie par les indépendantistes qui maintiennent leur barrage aux alentours de Nouméa. Et dans l'île de Lifou, un sous-préfet est toujours aux mains des militants locaux. À Paris, dans le 18e arrondissement, c'est sur le thème de l'insécurité que le Front National avait appelé ses militants à manifester. Plus d'1 millier de personnes ont commencé à défiler en fin d'après-midi. Henri Bonidienne. Il est 18h un peu passé quand arrive Jean-Marie Le Pen pour prendre la tête de la manifestation. Point de départ, la place Clichy, lieu d'arrivée, la mairie du 18e. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard si le leader du Front National a choisi de traverser cet arrondissement populaire de Paris. La manifestation est en effet organisée sur le thème de la sécurité et l'actualité de ces derniers jours imposait pratiquement d'office le choix de cet arrondissement. C'est d'ailleurs sur le slogan de non à l'insécurité que Jean-Marie Le Pen est accueilli à sa descente de voiture. Slogan qui se transforme presque aussitôt en liberté et sécurité. Au fur et à mesure que le cortège, long d'environ 300 mètres, traverse la place Clichy, les slogans deviennent plus précis et surtout plus nominatifs. C'est d'abord le ministre de la Justice qui est désigné quand les manifestants se mettent à scander « Badinter, démission ». La même démission est presque aussitôt proposée au président de la République, Mitterrand, démission. Et c'est presque logiquement que les manifestants finissent de traverser la place Clichy en scandant « Le Pen, président ». Plusieurs ports français bloqués aujourd'hui par la grève des marins et officiers CGT et CFDT. Le secrétaire d'État à la mer, Guy Langagne, a annoncé une série de mesures d'aide à la flotte de commerce. Des mesures qui devraient entraîner d'ici demain soir la suspension du mouvement. Patrick Boitet. Le secrétaire d'État à la mer, Guy Langagne, ne s'est pas présenté les mains vides ce matin devant le Conseil supérieur de la marine marchande, avec de quoi satisfaire tous les partenaires sociaux. Les armateurs d'une part, avec des aides à l'investissement pour l'achat de navires. D'autre part, les salariés, avec la proposition d'un régime particulier de pré-retraite pour les marins, une mesure qui devrait aider à lutter contre les sureffectifs dans la profession. Objectif de Guy Langagne aujourd'hui, assurer à terme la compétitivité de notre flotte de commerce. J'ai beaucoup insisté sur le fait qu'on ne peut avoir une flotte moderne que si elle est compétitive, s'il y a à l'intérieur des entreprises un dialogue extrêmement constructif pour être très compétitif, et j'ai insisté très fortement là-dessus. C'est-à-dire qu'en définitive, le gouvernement a pris de son côté ses responsabilités, il appartient maintenant aux partenaires sociaux de faire leur travail. L'annonce des mesures gouvernementales a provoqué aujourd'hui des réactions mitigées. Une certaine satisfaction chez les armateurs, plus de retenue chez les syndicats où l'on reconnaît toutefois certaines propositions comme positives. Les déclarations des ministres ne nous satisfont pas, notamment du fait qu'elles ne fixent pas d'objectif pour la flotte de commerce et par conséquent elles ne fixent pas non plus de niveau pour l'emploi. Cela dit, en matière sociale, il faut examiner les propositions des ministres dont une partie peuvent effectivement nous aider à résorber le chômage actuel. Demain après-midi, les assemblées générales dans tous les ports de France doivent décider de la poursuite ou non de la grève. Mais dès ce soir, l'intersyndicale CGT-CFDT
appelait ses adhérents à une suspension du mouvement à partir de samedi 0h. Triomphe aujourd'hui pour André Bergeron. À l'issue du congrès de Force ouvrière, les participants ont adopté son rapport d'activité à une écrasante majorité, plus de 98%. La CGT appelle à des grèves par région la semaine prochaine à l'électricité Gaz de France. Des coupures de courant sont donc à craindre. Nouveau mouvement de grève demain dans l'audiovisuel public. Les 3 chaînes de télévision, Radio France et sans doute Canal+, seront réduites au programme minimum puisque les syndicats CFDT, CFTC et CGT maintiennent leur préavis de grève. Le dossier Jean-Claude Renaud. Les syndicats qui appellent à la grève demain n'acceptent pas principalement que 30 emplois seulement sur 17 000 soient créés dans toutes les sociétés de radio et de télévision publiques pour faire face aux missions nouvelles. La diffusion de Canal+ pour TDF, les tranches du matin et du week-end pour TF1 et Antenne 2, la régionalisation pour Radio France et FR3. Nos revendications concernent le développement de la télévision de service public. Elles s'adressent à la fois à nos employeurs dans la capacité qu'ils ont ou pas de développer leurs propres entreprises et d'autre part dans la capacité du gouvernement de lever les contraintes administratives qui pèsent aujourd'hui sur le service public. Le problème posé est un vrai problème. Nous ne pouvons faire qu'avec ce que nous avons et nous pouvons simplement essayer de faire le mieux possible avec ce que nous avons. Ce que je ne voudrais pas, c'est que cette grève, comme toute grève est une grève forcément malheureuse, quelle que soit la justesse du sujet qui la motive, fasse penser aux téléspectateurs que nous sommes toujours la télévision de papa, la télévision vieillotte, la télévision corporatiste, dont il peut avoir parfois l'image. En fait, le conflit n'oppose pas tant les syndicats au PDG des sociétés audiovisuelles que les syndicats au gouvernement, car c'est lui qui tient les cordons de la bourse, même si le budget de la radio-télévision augmente un peu plus que celui des autres services publics. Alors, il y a en effet des tâches nouvelles, il faut les assumer. Il faut d'abord que la gestion soit améliorée. Et elle a fait des progrès considérables de ce point de vue depuis 2 ans. Il y a encore à gagner, si vous voulez, en gestion plus efficace et en productivité. À partir de là, il y a en effet un certain nombre de besoins nouveaux qui ne peuvent pas, sans doute, être indéfiniment pourvus par redéploiement du personnel. Dans un certain nombre de cas, il faut examiner sereinement les choses. Et lorsqu'il y a extension des missions, entrée concomitante de recettes supplémentaires, alors on peut examiner de quelle manière ça peut être, il peut être répondu au problème. Quant à Canal+, dont la diffusion constitue l'une des tâches nouvelles de TDF, elle devrait être touchée comme les autres par la grève, car Canal+, chaîne à péage hors du service public, se heurte toujours à un monopole public, celui de la diffusion. Nos journaux d'information sur Antenne 2 seront néanmoins assurés demain et c'est un téléfilm sur la vie du couple Curie qui sera diffusé en commun par les 3 chaînes demain soir après le journal. C'est un procès au relent bien nauséabond qui s'est ouvert aujourd'hui au tribunal de Paris. Un procès pour injure publique intenté par l'historien Laurent Wetzel contre un journal communiste, Le Serment, organe d'une association de déportés de Buchenwald. Laurent Wetzel y avait été traité de pro-hitlérien pour avoir remis en cause le rôle à Buchenwald pendant la guerre de l'ancien ministre communiste Marcel Paul. Paul Lefebvre. Ce procès, voyez-vous, a un goût de cendre. Il va être prolongé d'ailleurs le 18 décembre prochain à Versailles par un autre procès dont le fond est le même, et c'est la question suivante. Marcel Paul, responsable d'un bloc à Buchenwald en 1944-45, a-t-il systématiquement privilégié les déportés communistes au détriment des autres ? Buchenwald, camp peuplé surtout de politiques, était géré en quelque sorte de l'intérieur par des déportés, eux-mêmes surveillés de l'extérieur par les SS. Les témoignages sont là, les responsables au plus haut niveau à l'intérieur étaient les communistes allemands qui désignaient dans chaque nationalité des communistes chefs de groupe. Et ces chefs de groupe choisissaient les gens qui devaient partir pour des camps ou des destinations ou des missions dont on ne revenait pas. Marcel Paul était l'un de ces chefs de groupe. Beaucoup de survivants, dès leur retour, l'ont accusé de favoritisme envers les communistes. D'autres, au contraire, mettent en avant son courage et ses responsabilités effroyables. Résultat, une querelle profonde et vive qui, depuis 40 ans, divise sur ce point les milieux de la résistance. Et c'est pour avoir rappelé cette querelle que Laurent
Wetzel a été qualifié de pro-hitlérien par les survivants communistes de Buchenwald. Le jugement sera mis en délibéré, mais le goût de cendre est là de voir ces gens qui ont tant souffert se déchirer entre eux. À Épinal, le juge d'instruction chargé de l'enquête sur l'assassinat du petit Grégory a poursuivi aujourd'hui ses auditions de plusieurs témoins dont il a confronté les déclarations, y compris des membres de la famille Villemain. Aucune information n'a filtré jusqu'ici. Deux mots de sport maintenant et d'abord de basket. L'équipe de France a été battue à Athènes par la Grèce, 94-90. Et puis les résultats du quartet de Vincennes, si vous avez joué le 13, le 5, le 19 et le 17, vous avez droit à de gros rapports, puisque 5 francs dans l'ordre rapportent 303 244 francs, et dans un ordre différent, pour 5 francs toujours, 17 514 francs. Près de 500 000 francs pour un violon. C'est le record battu à Londres aujourd'hui, où un Stradivarius a trouvé acquéreur pour la somme de 396 000 livres sterling. Un Stradivarius de l'époque dorée, fabriqué en Italie en 1707, surnommé la cathédrale, tant sa sonorité est profonde. Jugez-en grâce à Grendel Kamel et à Tchaïkovski. Changeons de registre musical avec Prince. Prince, 26 ans, 1,62 m, un surnom qui est déjà tout un programme. Prince est le nouveau phénomène du show business américain. Michael Jackson en pâlit presque. Prince devient la coqueluche de l'Amérique en tout cas, qui goûte aussi cette forme de provocation. Alain Cancès. Salle louée des semaines à l'avance, billets qui se vendent au marché noir jusqu'à 1000 francs la place, c'est le triomphe de la nouvelle idole des teenagers américains, le chanteur Prince, l'homme de Purple Rain. La légende le dit issu d'un mariage mixte. Et il est pour les noirs des ghettos et pour tous ceux qui rêvent d'un autre futur, le symbole d'un possible passage, d'une évolution vers un monde différent. Lui, il fait ce qu'il veut. Il est son propre maître. Ce qu'il a envie de faire, il le fait. À l'opposé de Michael Jackson, le gentil, Prince, c'est aussi le naughty, le pervers, le mauvais. À la fois androgyne et macho, toujours entouré de femmes en gaine ou porte-jartelles, barésilles et au talon, il est le prophète d'un érotisme retrouvé. Il est comme un bébé. Il a le plus beau corps du monde. Il est sexy. Je trouve qu'il est vraiment sexy. Un érotisme qui, paradoxalement, va bien avec l'Amérique du président Reagan. Dans cette Amérique qui se veut de nouveau puritaine, il est pour les jeunes à la fois une soupape de sécurité et un geste de protestation. Mais en même temps, il reste admissible pour les adultes à qui il rappelle le goût des plaisirs interdits. Enfin, Prince, c'est aussi une personnalité et une bonne affaire financière. Notre Prince à nous, notre Prince de la météo, arbore lui une pochette verte. Non, moi je vais vous jouer la petite musique de pluie, ce sera nettement mieux. C'est le trop-plein, regardez la photo satellite, tout ce qui est blanc, est opaque, épais, stratocumulus, cumulonimbus, nimbostratus des nuages,
partout demain sur toute la France, dû à cette énorme et colossale dépression qui fait 4000 km de large, 950 millibars au sud de l'Islande. Dites, ça n'est pas rien. Regardez la carte. Pour d'abord cette nuit, avec des vents très forts en Manche, avis de tempête, force 10 donc, avec une mer grosse et une forte houle d'ouest. Attention donc, le vent continuera demain sur la moitié nord, au moins, devant de secteur ouest, 40 nœuds sur les côtes, même 30 nœuds à l'intérieur, cela va souffler assez fort. Côté nuages, du sud-ouest, massif central au bassin parisien, au nord-est, des nuages, de la pluie, de la pluie, de la pluie. Sur la Méditerranée, encore un peu d'éclaircies, mais ce n'est que provisoire, pas d'averses. Et derrière ces nuages, encore d'autres nuages alternant avec des éclaircies et aussi des averses. Baromètre en effondrement, thermomètre qui ne bouge pas. Nous allons de 11 à 14 degrés sur la moitié nord, c'est très au-dessus des normes saisonnières, et de 14 à 21 degrés sur la moitié sud, 21 degrés à Perpignan. Sachez qu'aujourd'hui, il faisait 21 degrés à Pau, ce n'est quand même pas usuel pour un 22 novembre. Demain, ce sera le 23. 2 minutes de soleil en moins, levé 8h11, couché 17h02, et bonne fête à tous les Cléments de France. À 23h15, c'est Hervé Claude qui vous présentera notre dernier journal. Demain, 12h45, antenne de midi. Et je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Très bonne soirée.